Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet, LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs. Je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Aude Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Plus, le site du Nouvel Obs, une habituée de la politique CNet. Bienvenue. À vos côtés, Olivier Tesquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama et spécialisé plus particulièrement sur les questions d'Internet. Bienvenue. Cyber-djihadisme, les députés viennent d'adopter le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Un texte qui vise notamment à empêcher les candidats au djihad en Syrie et qui comporte tout un volet Internet. L'objectif, lutter contre la propagande terroriste sur le web en bloquant les sites incriminés. Une mesure jugée liberticide et inefficace par les défenseurs des libertés sur Internet. Le djihadisme 2.0 dans le viseur du gouvernement. Ce texte crée notamment une interdiction de sortie du territoire pour empêcher les candidats au djihad, mais il y a aussi, donc je le disais, tout un volet Internet. Que dit ce texte ? Alors, il y a un très gros volet Internet parce que les députés, enfin les parlementaires dans leur ensemble d'ailleurs, parlent d'un présupposé qui est que le djihad aujourd'hui, ou en tout cas le départ vers une zone de guerre, se fait sur Internet. Il se fait quasi exclusivement sur Internet, c'est ce qui ressortait beaucoup des débats. Et donc parmi les mesures un peu phares qu'on trouve dans le texte, il y a l'article 9 qui propose le blocage administratif des sites faisant l'apologie du terrorisme. Alors, en plus, comme c'est un blocage administratif, ça reste quand même relativement à discrétion du parquet. Se pose aussi la question de la mise en œuvre technique de ce genre de mesures. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est possible ? Comment c'est possible de bloquer ? C'est très compliqué, c'est-à-dire qu'on a plusieurs exemples. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, Claude Guéant, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, avait voulu faire bloquer le site Copwatch, qui appelait à la dénonciation de violences policières, etc. Donc il y avait eu une décision de justice pour bloquer Copwatch, administrativement. Sauf que derrière, on avait eu tout un tas de sites miroirs qui répliquaient le même contenu, qui s'étaient créés. Ce qui fait que c'est très compliqué d'interdire purement et simplement et de rendre invisible n'importe quel contenu sur le site. Et donc penser aujourd'hui qu'on va rendre invisible le corpus djihadiste qui existe sur Internet me semble un peu relever de la pensée magique, pour reprendre une expression que j'ai entendue dans les débats à l'Assemblée. Aude, il y a eu beaucoup de réactions quand même sur Internet, et notamment des associations de défense des libertés sur Internet par rapport à ce projet de loi. En fait, il y a eu beaucoup de réactions, oui et non. Je pense que c'est un mouvement qu'il faut vraiment relativiser parce que, en fait, ce sont des réactions qui sont vraiment sur la défensive et qui essayent de se faire entendre par le plus grand nombre. Le problème, c'est qu'il y a peu de personnes qui s'expriment. Et il y avait qu'à voir, d'ailleurs, au moment des débats à l'Assemblée nationale, c'était un peu honteux parce que l'Assemblée était quasiment vide. Et sur Twitter, le hashtag, donc le mot-clé qui permettait de suivre la conversation, PJL terrorisme, projet de loi terrorisme, en fait, était ce qu'on appelle dans les trending topics, donc dans les sujets les plus évoqués. Mais si vous regardiez les gens qui en parlaient, en fait, ils se tenaient vraiment dans un mouchoir de poche. Donc c'était un tout petit groupe d'internautes extrêmement motivés qui essayaient justement de se faire entendre par le plus grand nombre. Pareil, dans la presse généraliste, il y a relativement peu de médias qui en ont vraiment parlé régulièrement. Le Monde a été l'un des rares médias généralistes à vraiment beaucoup se positionner. Et quand vous regardiez en plus le taux de partage sur les réseaux sociaux de ces articles, ce qui permet de se faire une idée justement du nombre de lectures, de visites de ces papiers, c'était relativement faible. Donc ce qu'on peut dire, c'est que même le grand public, alors que c'est un projet de loi qui est essentiel, le grand public n'est pas forcément au courant. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Et du coup, les échos qu'ils vont avoir, ça va être par exemple des personnalités politiques qui ont voix sur les radios le matin, par exemple, et qui vont du coup délivrer un message qui est biaisé et qui ne représente absolument pas... Alors Olivier, quels sont les arguments justement des défenseurs de la liberté sur Internet ? Ils ont créé un site, je crois, qui s'appelle Présumé terroriste. Ouais. Présumé terroriste. Et dans lequel on retrouve d'ailleurs, c'est des associations il y a notamment la Quadrature du Net qu'on retrouve toujours très souvent, qui sont très actifs sur ces sujets-là. Mais on retrouve le syndicat de la magistrature, on retrouve la Ligue des droits de l'homme. Donc en fait, on a quand même un agglomérat d'organisations assez larges qui mettent en garde contre le côté un peu fourre-tout de la loi, et notamment parce qu'il y a 5 articles dans le texte qui sont des articles dits techniques et qui viennent en fait renforcer les pouvoirs d'investigation de la police, notamment donc de l'investigation en ligne, donc l'enquête sous pseudonyme, ce genre de choses qui se pratiquent déjà par exemple pour lutter contre la pédopornographie. Sauf que
quand on lit le texte, il n'est pas question de terrorisme, on dit la délinquance en bande organisée. Alors, la délinquance en bande organisée sur Internet, et notamment le terrorisme. Il y a beaucoup D'accord. C'est-à-dire que concrètement, si nous, on pirate un compte Twitter tous les deux, se pose la question, est-ce qu'on est... Il y a un journaliste qui a fait... la délinquance qui a un blog sur Le Monde, a fait alors, c'était un peu provocateur. Il est entré comme ça sur le compte Twitter de Pascal Clark en se disant... Est-ce que moi, je pourrais être condamné au nom de ce texte-là parce que je suis rentré par effraction sur un compte Twitter qui n'est pas le mien, etc. Sachant qu'on a un texte de loi en France qui régit ça, qui s'appelle la loi Godefrein, qui date de 1989. Et donc là, c'est un durcissement assez notable quand même de ce type d'infraction. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on passerait sur des peines de prison qui vont jusqu'à 10 ans et des amendes qui vont jusqu'à 500 000 euros. Tout en se disant, ça peut concerner l'anonymous du coin comme ça peut concerner l'apprenti djihadiste. Donc après, c'est laissé à l'appréciation d'un juge, encore une fois, du parquet. Donc c'est le flou. Donc c'est un peu le flou, même si là encore aujourd'hui on dit oui, mais ce sera vraiment uniquement sur les terroristes djihadistes, sauf que le texte de loi, par définition, il dit pas ça. Et en même temps, la propagande djihadiste sur le net, ça existe, on peut pas le nier non plus. Ils ont adopté les codes, on en a déjà parlé dans cette émission. Hein. Ils sont présents sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, ils ont adopté la culture web. Enfin bon, si vous voulez, en plus, ils ont très bien compris comment ça fonctionne. C'est ça, c'est que si on supprime, si on bloque l'accès à certains sites, de toute façon, ils iront ailleurs, dans tous les cas. Prenons un exemple, par exemple, très concret et qui est récent, avec l'assassinat d'Hervé Gourdel. Hier soir, je faisais une petite recherche toute simple en me disant, est-ce que je peux trouver facilement la vidéo? Je l'ai trouvée en 2 secondes via Google, en tapant les bons mots-clés. Et elle était hébergée par un site qui est affilié à l'extrême droite. Et du coup, je me suis tout de suite dit, ce site-là, est-ce que le fait de diffuser même cette vidéo, comme il y a eu une espèce d'unanimité médiatique en France, aucun média n'a diffusé la vidéo et il n'y a eu aucun débat pour savoir si on devait la diffuser. C'était personne ne la diffuse. Donc ce site qui la diffuse, va-t-il être considéré comme un site faisant l'apologie du terrorisme? Déjà, il faut le définir. Ensuite, une fois qu'on s'est dit oui, pourquoi pas, on va se dire bon, on va bloquer l'accès. Très bien, mais en vrai, ce site, il l'héberge, mais il n'héberge qu'une vidéo qui est elle-même hébergée sur Routube, qui est l'équivalent du YouTube en Russie. Qu'est-ce qu'on fait? On va bloquer l'accès à Donc YouTube? c'est impossible, c'est ce que vous êtes en train de dire, et notamment avec les réseaux sociaux, parce qu'encore on peut comprendre qu'on peut bloquer un site, même si on en recrée un autre finalement. Notamment, je me souvian, il y avait le juge Trévidic, qui est donc spécialiste de l'antiterrorisme, qui est en charge de l'enquête sur Karachi, entre autres choses, qui avait été auditionné par le Conseil national du numérique pendant l'été au sujet de ce projet de loi-là, et qui disait qu'effectivement, toutes ces mesures techniques pour essayer de bloquer les sites, et notamment sur les réseaux sociaux, on sait que ces djihadistes aujourd'hui sont quasiment à visage découvert sur Twitter, sur Facebook, ils ont pignon sur rue, quoi. Moi, je vois des comptes avec le drapeau de l'État islamique où des gens écrivent ce qu'ils veulent, à peu près comme ils le veulent, à visage presque découvert. Et à l'époque, il disait, on est face à une situation où le blocage de ces comptes-là sur les réseaux sociaux, c'est illusoire, parce qu'effectivement, ils vont recréer un compte à côté, et ça peut durer comme ça indéfiniment. Et le risque qu'on a en plus par rapport à ça, c'est qu'on ait des gens qui disparaissent des radars, c'est-à-dire qui tombent dans une forme de clandestinité. Là, aujourd'hui, ils sont très visibles, ils sont sur les réseaux sociaux, on les repère assez facilement, ils sont assez faciles à suivre. Si demain, ils basculent ou ils reviennent à ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire sur des forums plus privés, voire recours à des solutions de chiffrement, de choses comme ça, pour disparaître vraiment complètement des radars, est-ce que ça ne va pas poser problème? Bon, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais ça gêne aussi, en fait, le travail des journalistes, ou alors le travail, justement, des magistrats, tous ceux qui vont chercher aussi de l'information sur les réseaux, qui analysent en fait toute cette propagande-là. Par exemple, un journaliste, un sociologue, un historien, toutes ces personnes qui vont consulter ces sites pour des raisons uniquement professionnelles. Est-ce qu'eux-mêmes vont être considérés comme faisant l'apologie du terrorisme, comme étant des potentiels djihadistes? Le problème, c'est que finalement, les personnes qui sont en train de faire ce texte obéissent à la dictature de l'émotion. Surtout en ce moment-là où, avec l'assassinat d'Hervé Gourdel, tout va s'accélérer, parce que là, le texte a été passé à l'Assemblée nationale, il va bientôt passer au Sénat. Et donc, on se met à la tête de ces hommes politiques et ils ont envie de marquer le coup. En conclusion, là, le texte va arriver biantôt au Sénat. Il y aura une unanimité. Vu l'unanimité qu'on a pu constater à l'Assemblée, où en dehors de 3-4 députés, tous bords confondus, qui sont assez sensibilisés à ces questions numériques, effectivement, il y a quand même un consensus très très large sur la nécessité de ce texte. Donc, en plus, comme c'est une procédure accélérée, je vois pas donc c'est une lecture par chambre. C'est une lecture par chambre. Je vois pas comment le texte ne pourrait pas être adopté. Bon, vous reviendrez, puisqu'on a encore plein de choses à dire sur ce texte au moment du passage au Sénat.
Coucou, le revoilou, il est de retour dans la vraie vie, mais aussi sur le net. Je veux parler de Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui like Facebook, c'est ce réseau social qu'il a choisi pour annoncer sa candidature à la présidence de l'UMP, de sa famille politique. Mais outre Facebook, il y a bien évidemment Twitter, le site officiel et toute une galaxie de comptes sarkozystes. Sarkozy Online, gros plan aujourd'hui sur la campagne numérique de l'ancien président de la République. Aude Baron publiait sa tribune sur Facebook. C'est efficace pour Sarkozy. On a l'impression qu'il adore ce réseau. En tout cas, c'est une manière pour lui de se montrer branché et en apparence, en tout cas, de montrer qu'il est plutôt proche d'une certaine catégorie de la population, qu'on va dire schématiquement plus jeune, plus connectée. Et en plus, on a eu le droit à Facebook, mais on a eu le droit aussi à Twitter, puisque des extraits ont été publiés sur son compte. Alors après, c'est vrai que on peut se dire, est-ce que c'était malin ou pas d'avoir fait Parce que toute une tribune déclinée en 140 caractères, oui, et en même temps, alors moi j'avoue que j'ai trouvé ça non plutôt malin, même si je sais qu'Olivier n'est pas forcément d'accord, parce que en fait, quelque part, il a décortiqué le boulot à la fois pour les internautes, parce qu'on pouvait très facilement retweeter, donc relayer de manière automatique ces petits bouts de phrases, et quelque part, ça a aussi mâché un peu le boulot des journalistes qui avaient des petites phrases toutes prêtes à être balancées dans les titres, que ce soit pour les radios ou les sites internet. On pouvait faire notre sélection quand même. On pouvait faire la sélection, bien sûr, mais au moins c'est tout prêt. Bon. Et il a une vraie audience quand même, parce qu'il a maintenant, il est presque à 1 million de fans. Sa tribune est très partagée, donc finalement, quand même, ça fait boule de neige. C'est pas qu'un gadget, quand même. Et en plus de ça, il bénéficie d'un levier particulièrement important qui est le Hollande bashing, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une communauté sur les réseaux sociaux qui est structurée dans ce Hollande bashing, à réclamer sa démission, etc. Enfin, qui est en plus très composite. On retrouve un peu de toutes les sensibilités politiques là-dedans. Et il exploite ça à fond. Effectivement, quand il arrive là-dessus, en s'adressant aux Français, derrière, c'est un appel d'air formidable pour que tous ces gens qui sont contre François Hollande se rallient comme ça à sa cause. Et je m'étais amusée à regarder justement lors de son interview face à Laurent Delahousse sur France 2. Donc son équipe a live tweeté, donc a rapporté en direct une partie de ses propos. Quand vous regardiez la multitude des tweets, et il y en a eu des dizaines, alors déjà ce qui est intéressant c'est de voir que tous ces tweets ont au minimum été retweetés, relayés au moins 300 fois. Et il y en a 2 qui sortent du lot et qui ont été retweetés plus de 1000 fois. Comme par hasard, c'est ceux qui critiquent Hollande. Donc quelque part, c'est pas les 2 neurones. Donc c'est pas les 2 neurones, c'est ceux qui critiquent Hollande. Et quelque part, il y a un côté un peu triste là-dedans parce que ça veut dire que les gens relaient non pas ses idées, ses propositions, mais relaient ce qui est contre François Hollande. Donc en même temps, pour le moment, on ne sait pas trop ses propositions. Pour l'instant, ces idées, on les attend. Non, puis c'est vrai qu'en même temps, les réseaux sociaux dans la communication des politiques, et surtout dans les politiques en campagne ou en pré-campagne, servent beaucoup moins à véhiculer des idées qu'à véhiculer ce genre de message, qui est un message d'adhésion ou de rejet. Là, du coup, c'est une adhésion à Nicolas Sarkozy et un rejet de François Hollande. Et donc, c'est un choix assez binaire, finalement. Et on n'a pas cette espèce de granularité un peu, de se dire on adhère ou pas à une proposition politique. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi, dans la gestion de ses comptes Twitter et Facebook, c'est qu'il respecte une marque de fabrique qui est vraiment propre à Nicolas Sarkozy, c'est le jeu de l'émotion. Nicolas Sarkozy, quand il parle, c'est beaucoup « moi, je vais vous parler ». Justement, comme disait Olivier, on est vraiment dans l'interaction, il se personnalise énormément. Et sur son compte Twitter ou sur son compte Facebook, il y a énormément de répétitions du pronom je. Et quand on voit son compte Twitter, par exemple, tout récemment, pour rentrer dans sa campagne pour la présidence de l'UMP, il envoie un petit tweet qui était retweeté des milliers de fois, où il parle de son porte-parole en disant « Mon cher, je te remercie ». Et c'est vrai que du coup, là, on est vraiment dans un dialogue qui est presque intime, et Sarkozy nous partage avec nous son intimité politique. Très bien, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.